La pauvre vieille femme a été chassée de chez elle, mais ses enfants étaient loin d'imaginer qu'elle avait caché une fortune de 2 millions de dollars. Suzanne Morel, 78 ans, vivait dans un petit village paisible des environs de Lyon, là où les maisons en pierre bordent encore les routes étroites et où l'on entend les cloches de l'église chaque dimanche matin. Sa vie, bien que modeste, avait été remplie d'un dévouement silencieux envers sa famille. Elle avait perdu son mari, Jacques, plus de 10 ans auparavant, et depuis, elle s'était contentée d'un quotidien routinier, entre son potager et les souvenirs qui ornaient les murs de sa maison. Jacques et elle n'avaient jamais été riches, mais ils avaient toujours su se débrouiller. Lui, artisan mécanique passionné, avait longtemps dirigé un petit atelier à Vaux-en-Velin. Elle, ancienne secrétaire, avait arrêté de travailler pour élever leurs 2 enfants. Damien, l'aîné, né un printemps pluvieux de 1968, et Claire, arrivée 4 ans plus tard. Suzanne n'avait jamais regretté ce choix. Chaque jour passé avec eux, chaque nuit sans sommeil, chaque fête d'anniversaire improvisée avec un gâteau maison avait été pour elle une source de bonheur sincère. Mais les enfants avaient grandi. Damien était devenu agent immobilier à Lyon, pris dans le tourbillon d'une vie professionnelle exigeante. Claire, quant à elle, s'était installée à Grenoble, enseignante de lettres dans un lycée de centre-ville. Les visites s'étaient espacées, d'abord par manque de temps, ensuite par simple oubli. Suzanne, toujours compréhensive, ne se plaignait jamais. Elle préparait pourtant à chaque fin de semaine un petit repas, au cas où l'un d'eux passerait. La plupart du temps, elle rangeait tout sans avoir entendu la moindre sonnette. Sa santé, ces dernières années, avait commencé à décliner. Des douleurs articulaires, une fatigue persistante et une mémoire qui lui jouait parfois des tours. Rien de dramatique, mais assez pour que son quotidien devienne plus lent, plus fragile. C'est à ce moment-là que les conversations entre Damien et Claire commencèrent à changer de ton. Au téléphone, ils ne parlaient plus seulement de leur travail ou de leurs enfants respectifs, mais de leur mère, de ses capacités, de sa solitude, et surtout de ce qu'ils allaient faire. Un dimanche d'hiver, après une visite éclair, où Claire avait observé avec un œil inquiet le désordre croissant dans la cuisine de leur mère, elle proposa à Damien d'envisager une solution. « Elle ne peut plus vivre seule, tu le vois bien », avait-elle dit, en prenant son manteau. Damien avait hoché la tête, distrait, sans vraiment répondre, mais l'idée s'était implantée. Les semaines suivantes, ils échangèrent plusieurs messages, toujours dans un ton feutré, presque coupable. Aucun des deux ne voulait accueillir Suzanne chez soi. Damien évoquait ses horaires interminables et l'exiguïté de son appartement. Claire parlait de ses enfants adolescents, de leurs besoins d'espace et de tranquillité. Peu à peu, l'idée d'un placement en établissement spécialisé s'était imposée. Non comme un choix affectif, mais comme une logique pratique. Quand ils annoncèrent leur décision à Suzanne, ce fut lors d'un déjeuner sans dessert, dans le salon peu éclairé de la maison familiale. Claire parla d'un endroit charmant, calme, avec un personnel attentif. Damien ajouta que c'était temporaire pour sa sécurité. Suzanne, surprise, tenta de comprendre, mais les mots semblaient couler trop vite, trop froidement. Avant qu'elle puisse vraiment réagir, tout avait déjà été organisé. Quelques jours plus tard, un taxi l'attendait devant chez elle. Claire l'aida à fermer sa vieille valise marron, pendant que Damien signait des papiers sur le capot de sa voiture. Aucun des deux ne monta avec elle. Aucun des deux ne s'attarda. « Tu vas voir, maman. Tu seras bien là-bas, » dit Claire, en déposant un baiser rapide sur sa joue. Damien, lui, se contenta d'un signe de main. Puis ils partirent. Le trajet jusqu'à l'établissement fut silencieux. Suzanne regardait par la fenêtre, les paysages connus devenant flous sous l'effet de ses pensées. Elle se souvenait de promenades avec Jacques, des rires de ses enfants dans la cour, des étés passés à faire des confitures. Tout cela semblait appartenir à une autre vie. L'arrivée au foyer pour personnes âgées fut sobre. Un bâtiment gris impersonnel, aux couloirs aseptisés et aux murs recouverts de tableaux fades. Une aide-soignante lui sourit, l'aida à s'installer. Son nouveau chez-soi consistait en une petite chambre, un lit simple, une armoire, une table. Sa valise au pied du lit, elle s'assit et contempla ce nouvel espace. Ce n'était pas une maison. Ce n'était pas sa maison. Elle resta là, longtemps, sans bouger. Pas de photos de famille sur la table de chevet, pas de parfum familier dans l'air. Juste un silence pesant, interrompu parfois par les pas d'un résident dans le couloir. Suzanne, les mains jointes sur ses genoux,
laissa enfin échapper un soupir lourd, long, plein d'une résignation douce amère. Elle ne comprenait pas tout, mais une chose était claire, elle avait été oubliée. Les jours suivants, son arrivée au foyer furent marqués par un étrange mélange d'incrédulité et de silence. Suzanne, bien qu'habituée à la solitude, ressentait cette fois une forme d'abandon plus profonde. Le personnel était aimable mais distant, toujours pressé, avec un mot gentil mais impersonnel pour chacun. Elle ne s'en plaignait pas. Elle observait, écoutait, tentait de comprendre comment une vie entière pouvait ainsi basculer sans éclat, sans drame, comme si elle s'était simplement effacée d'un agenda trop chargé. Damien et Claire ne revinrent pas. Pas un appel, pas une lettre, pas même une carte postale. Suzanne attendait chaque jour, trouvant toujours une excuse pour leur silence, une réunion, un contretemps, une grippe peut-être. Elle posait son regard sur la fenêtre de sa chambre, d'où elle apercevait un arbre tordu par le vent. Chaque feuille qui tombait semblait lui rappeler le temps qui s'égrenait lentement. Un matin, elle décida de fouiller dans sa valise. Cette vieille valise en cuir, celle qu'elle n'avait pas ouverte depuis le départ. Elle l'avait préparée en toute hâte, avec Claire debout derrière elle, pressée, donnant des instructions rapides sur ce qu'il fallait emporter. Suzanne y avait glissé quelques vêtements, un album photo et une petite boîte en fer blanc, dissimulée sous des châles. Elle savait que cette boîte devait rester cachée. Ce qu'elle contenait ne regardait qu'elle. Mais ce jour-là, elle n'avait pas encore la force de l'ouvrir. Elle se contenta de refermer la valise, la poussant à nouveau sous le lit comme un secret. Dans les couloirs, on entendait parfois des éclats de voix, des soupirs, des pas traînants. Elle croisait d'autres pensionnaires, une ancienne bibliothécaire qui parlait toute seule, un monsieur qui riait à chaque mot, même ceux tristes, et une dame très pieuse qui récitait son chapelet du matin au soir. Elle essayait de se fondre dans le rythme de l'établissement. Lever à 8 heures, petit déjeuner à 8h30, activité à 10 heures, déjeuner à midi, repos l'après-midi, tout était réglé, mesuré, prévu. Même les visites, rarement nombreuses, suivaient un créneau bien défini. Mais personne ne venait pour Suzanne. Ni Damien, ni Claire, pas même ses petits-enfants, dont elle connaissait pourtant les prénoms par cœur. Elle se rappelait les dimanches passés à cuisiner pour eux, les cadeaux faits main pour leurs anniversaires, les pulls tricotés avec soin pendant les longues soirées d'hiver. Chaque souvenir la piquait comme une épine sous la peau. Que s'était-il passé pour que l'amour qu'elle avait donné si généreusement devienne aussi léger dans la balance de leur vie? Un mardi après-midi, elle croisa Julie pour la première fois. Julie était l'une des jeunes soignantes, la trentaine à peine entamée, aux gestes doux et à la voix claire. Contrairement à d'autres, elle s'arrêtait pour poser de vraies questions. Pas seulement « Comment ça va aujourd'hui ?» mais « Avez-vous bien dormi ? Est-ce que le thé de ce matin vous a plu ?» Suzanne répondit par politesse au début, puis avec un peu plus de sincérité chaque jour. Mais elle restait prudente. Elle avait appris à ne plus se livrer trop vite. La trahison de ses enfants l'avait rendue méfiante, même envers ceux qui semblaient bien intentionnés. Le soir, dans son lit, elle repensait à la scène du départ, à la rapidité avec laquelle tout avait été décidé, à l'absence d'explications réelles. Personne ne lui avait demandé ce qu'elle voulait. On lui avait simplement dit ce qu'il était préférable pour elle. Et pourtant, elle savait qu'elle ne perdait pas la raison. Elle oubliait parfois des noms, des dates, mais sa lucidité restait intacte. Elle se rappelait parfaitement des années de lutte, des sacrifices, des choix faits pour que ses enfants ne manquent de rien. Elle se souvenait même des détails insignifiants, le parfum que portait Claire adolescente, les cahiers de coloriage de Damien, les nuits passées à les bercer pendant les fièvres. Ce soir-là, alors qu'elle observait la lumière décliner sur le carrelage de sa chambre, elle se fit une promesse. Elle ne se laisserait pas réduire à une pensionnaire de plus dans un établissement impersonnel. Elle ne permettrait pas que sa vie si pleine d'histoires soit effacée ainsi. Elle avait encore des choses à dire, à faire, et même si elle n'en parlait à personne, elle détenait un secret que Damien et Claire n'auraient jamais pu soupçonner. Un secret qui, un jour, changerait tout. Le vent soufflait doucement ce matin-là, agitant les rideaux blancs de la chambre de Suzanne. Le foyer était encore paisible. Les résidents dormaient ou murmuraient à voix basse dans leur lit. Elle, éveillée depuis l'aube, se sentait saisie d'une nervosité inhabituelle. Depuis son arrivée,
Elle avait évité de trop penser à cette boîte cachée au fond de sa valise. Mais aujourd'hui, quelque chose en elle avait changé. Peut-être était-ce l'absence prolongée de nouvelles de ses enfants, ou simplement l'éveil d'une volonté enfouie. Elle décida d'ouvrir la boîte. Avec lenteur, elle sortit la valise de sous le lit, fit glisser la fermeture à glissière grinçante, puis souleva le châle en laine bleue qui dissimulait le petit coffre métallique. Il était vieux, cabossé sur un coin, avec un fermoir qui ne claquait plus depuis longtemps. Elle le posa sur la table et resta un moment à le contempler, comme si elle retrouvait un visage familier après de longues années. Puis, elle l'ouvrit. À l'intérieur, bien ordonné malgré le temps, se trouvaient plusieurs documents anciens. Des certificats, des lettres, quelques photos, et surtout, un lot de papiers bancaires jaunis, mais intacts. Suzanne les sortit un à un, les dépliant, avec précaution. Chaque feuille réveillait un souvenir précis, un détail oublié. Un relevé portait la mention d'une banque suisse, un autre un numéro de contrat qu'elle reconnut immédiatement. C'était comme feuilleter le livre « Secret de sa vie ». Elle se souvenait parfaitement du jour où Jacques avait décidé de ne pas placer tout leur argent en France. C'était au début des années 80, peu de temps après la vente de leur entreprise. Une offre venue de Zurich, une opportunité à long terme. Jacques, toujours prudent et discret, avait choisi un investissement à l'étranger. « Au cas où », disait-il. Après sa mort, Suzanne n'avait jamais eu besoin d'y toucher. Elle vivait simplement, sans excès, et avait toujours préféré ne pas évoquer cet argent. Pas même à Damien, pas même à Claire. Ce secret, elle l'avait gardé dans l'ombre. Il représentait bien plus qu'un simple montant sur un compte. C'était la preuve que leur travail n'avait pas été vain, que leur sacrifice avait produit quelque chose de tangible. 2 millions de dollars. Le chiffre résonnait, dans sa mémoire comme un écho lointain, irréel. Et pourtant, il était là, imprimé noir sur blanc, sur un état de situation récent qu'elle avait reçu 1 an plus tôt, juste avant que sa vue ne commence à baisser. Elle se rappela l'enveloppe banalisée, le timbre suisse, la sensation de surprise mêlée à une vague inquiétude. Elle l'avait caché tout de suite, comme par réflexe, sans en parler à personne. Aujourd'hui, en revoyant ces chiffres, une émotion étrange l'envahit. Ce n'était pas de la joie ni de la fierté, c'était un mélange de regret, de lucidité et de détermination. Personne dans sa famille ne savait rien de cette fortune, et elle comprenait maintenant qu'il ne le saurait peut-être jamais, du moins pas comme il l'aurait souhaité. En la reléguant dans ce foyer, sans discussion, sans compassion, Damien et Claire avaient approuvé qu'ils n'étaient pas prêts à l'aimer pour ce qu'elle était devenue, une vieille femme fatiguée, parfois confuse, mais toujours lucide. Elle referma la boîte et la remit dans la valise. Son regard se porta ensuite sur une photo d'elle et Jacques, prise un été sur la côte atlantique, à Royan. Ils souriaient, bras dessus, bras dessous, jeunes et pleins d'avenir. Elle posa la photo sur la table de chevet, à côté d'un petit vase vide. Puis elle s'assit dans le fauteuil près de la fenêtre et resta là longtemps, à contempler les arbres et le ciel. Quand Julie entra plus tard pour l'aider à se préparer pour le déjeuner, Suzanne était encore pensive. La jeune aide-soignante remarqua son air songeur, mais ne posa pas de questions. Elle avait compris depuis leur première conversation que cette femme gardait beaucoup pour elle. Ce jour-là, cependant, elle s'attarda un peu plus. Elle lui parla de sa grand-mère, disparue récemment, et des souvenirs qu'elle avait d'elle. Suzanne écouta, hocha la tête, puis demanda « Elle aussi gardait des secrets ?» Julie sourit et répondit « Je crois que toutes les femmes fortes en ont au moins un. » La phrase résonna dans la pièce bien après le départ de Julie. Suzanne se leva, ouvrit la fenêtre et respira profondément. L'air était frais, chargé des senteurs de l'herbe coupée du matin. Elle se sentit pour la première fois depuis longtemps maîtresse d'un savoir que personne d'autre ne possédait. Et cela lui donna une forme inattendue de pouvoir. Un pouvoir qu'elle n'utiliserait qu'au moment juste. Avant que la vieillesse ne vienne courber ses épaules et ralentir ses pas, Suzanne avait été une femme d'action. Ses mains, aujourd'hui, marquées par l'arthrose, avaient autrefois dirigé avec fermeté les comptes d'une petite entreprise familiale qui n'avait rien d'ordinaire. Tout avait commencé à la fin des années 70, quand Jacques, passionné de mécanique et doté d'un esprit inventif, avait quitté son emploi dans une usine de la région lyonnaise pour monter son propre atelier. Ils avaient trouvé un local dans la banlieue de Vaux-en-Velin, modeste, humide, mais suffisamment spacieux pour accueillir les premières machines.
Suzanne, qui venait de quitter un poste de secrétaire dans une petite mairie, n'avait pas hésité une seconde. Elle gérait les commandes, les factures, les clients, pendant que Jacques travaillait les pièces au fond de l'atelier. Ils formaient un duo silencieux, efficace, soudé par une confiance indéfectible. Leur entreprise, spécialisée dans la fabrication de pièces mécaniques sur mesure pour machines agricoles, avait mis des années à se faire un nom. Les débuts furent âpres, pannes répétées, clients impayés, nuits blanches à recalculer les charges. Mais ils tinrent bon. Damien, encore petit à l'époque, passait ses après-midi à jouer dans un coin du bureau, pendant que Claire, bébé, dormait dans un berceau improvisé à l'arrière de la boutique. Suzanne se souvenait des jours de grand froid, quand il fallait allumer des radiateurs d'appoint pour éviter que les huiles ne gèlent. Elle se souvenait aussi des soirs d'été, à la fermeture, où Jacques restait encore des heures à peaufiner un prototype. Il ne comptait pas son temps, et elle non plus. Leur vie tournait autour de l'atelier, des enfants, des factures, et des rares moments de répit qu'ils s'offraient avec une bouteille de vin partagée à la lumière jaune de la cuisine. Puis vinrent les années 90, et avec Helles, l'opportunité inattendue de vendre. Un gros fournisseur italien, intéressé par leur savoir-faire et leur clientèle locale, fit une offre. Jacques hésita. Ce n'était pas une somme faramineuse, mais suffisante pour assurer une retraite paisible. Après des nuits de réflexion, ils acceptèrent. La transaction fut conclue en dollars, à la demande de l'acheteur, ce qui leur semblait à l'époque secondaire. C'est alors que Jacques, avec sa prudence naturelle, prit une décision rare pour l'époque. Il contacta un conseiller financier basé à Genève, recommandé par un ancien client suisse. Celui-ci proposa un placement sur le long terme, sécurisé, libellé en dollars. Suzanne se souvenait encore de cette réunion discrète dans un bureau impersonnel au centre de Genève. Ils signèrent ensemble, chacun mettant son nom au bas du contrat. Jacques voulait que ce soit une garantie, une sécurité en cas de coup dur. Les années passèrent. Jacques tomba malade. Un cancer du pancréas, rapide, impitoyable. Il s'éteignit en quelques mois, laissant Suzanne seule avec ses souvenirs, ses enfants devenus grands, et une entreprise qu'ils avaient vendue sans regret. Elle n'avait jamais touché à l'argent, pas par peur, mais par principe. Leur vie avait toujours été modeste, et elle ne voyait pas l'intérêt de bouleverser cela après tant d'années. Elle n'en parla jamais à Damien ni à Claire. Non par méfiance, mais parce qu'elle jugeait que ce n'était pas le moment. Ils étaient encore jeunes, préoccupés par leur carrière, leur famille. Elle ne voulait pas attirer l'attention, ni provoquer des attentes, ni créer des divisions. L'argent restait là, silencieux, dormant dans cette banque suisse, comme un témoin du travail acharné de deux vies unies par l'effort. Elle aurait pu s'offrir une maison plus confortable, des voyages, des soins plus luxueux. Mais elle préférait rester dans sa maison de village, celle où chaque meuble avait une histoire, chaque recoin un souvenir. Elle entretenait son jardin, parlait aux voisins, allait au marché avec son petit chariot à roulettes. Elle se contentait de peu, avec une dignité qui passait inaperçue. Ce n'est que maintenant, dans cette chambre impersonnelle du foyer, entourée de visages fatigués et de couloirs sans âme, qu'elle mesurait la portée de ce silence. Elle avait protégé ce secret comme on protège une braise dans le froid. Aujourd'hui, elle comprenait que ce feu si bien caché pouvait devenir une lumière, pas pour briller, mais pour rétablir un peu d'ordre dans ce qui avait été qu'injustement brisé. Car si la vie lui avait appris quelque chose, c'est que les sacrifices ont un sens, et que parfois, il faut savoir attendre le moment juste pour que la vérité fasse son œuvre. La pluie tombait doucement sur les vitres ce matin-là, effaçant les contours du paysage extérieur. Suzanne, assise près de la table, feuilletait les papiers retrouvés dans sa boîte avec une attention nouvelle. Il y avait là des pièces familières, mais un document attira son regard plus longtemps que les autres. Il portait l'en-tête d'une institution bancaire suisse, imprimée en lettres élégantes sur un papier épais. Ce n'était pas simplement un relevé, mais un contrat daté de 1994, signé de sa main et de celle de Jacques. Ses yeux suivirent les lignes, déchiffrant lentement les clauses rédigées dans un français juridique. Sec mais précis. Ce contrat stipulait une série d'investissements en obligations sécurisées, versés à partir d'un compte en dollars, ouvert au nom de Suzanne. Une clause particulière retenait son attention. La totalité de la somme était restée inviolée,
Sti sans retrait depuis la création du compte, et les intérêts, capitalisés année après année, portaient désormais la valeur totale du portefeuille à 2 millions de dollars. Suzanne se redressa dans son fauteuil. Elle relut le chiffre, comme pour s'assurer qu'elle ne l'avait pas inventé. 2 millions, pas en francs, pas en euros, en dollars américains. Une somme qu'elle n'avait jamais évoquée, jamais envisagé d'utiliser. Tout cela reposait là, dans un compte, lointain, patient, silencieux. La clause finale, écrite à la main par le conseiller suisse à l'époque, indiquait que seuls des ordres signés en personne par Suzanne déclencheraient un quelconque transfert. Jacques avait voulu cette condition, par précaution, mais aussi par respect pour sa femme, à qui il avait toujours tout confié. Elle sentit les larmes monter, non pas de joie, mais de ce vertige étrange qui accompagne la prise de conscience d'une vérité trop longtemps enfouie. Elle pensa à Damien, à Claire, à cette scène froide où il l'avait laissée au foyer comme on confie un colis, sans colère, sans haine, mais avec cette indifférence insupportable que seule la lassitude familiale peut produire. Il ne savait rien de cette fortune. Jamais il n'avait posé la moindre question sur la vie d'avant, sur l'entreprise, sur les décisions prises après la vente. Il s'était contenté d'imaginer leur mère comme une vieille femme fatiguée, sans histoire, sans mystère. Et c'était peut-être là leur plus grande erreur. Suzanne referma lentement le dossier, le replaçant avec soin dans la boîte. Elle regarda autour d'elle. Sa chambre restait nue, impersonnelle, mais en elle, quelque chose s'était solidifié. Elle possédait une vérité que personne d'autre ne pouvait revendiquer. Pas une revanche, non. Plutôt une promesse silencieuse, celle de ne pas laisser son histoire se dissoudre dans l'oubli, celle de choisir ce qu'elle ferait de cet héritage. Mais elle ne dirait rien, pas encore. Elle voulait voir, observer, comprendre jusqu'où iraient ses enfants, ce qu'ils feraient face au silence prolongé, jusqu'à quel point ils étaient de prêts à ignorer celle qui les avait élevés. Elle savait désormais que cette fortune, aussi inattendue qu'elle fût, n'était pas une récompense. C'était un levier, un outil, et elle l'utiliserait à sa façon. Plus tard dans la journée, Julie entra avec le sourire, portant un plateau de thé et quelques biscuits. Elle remarqua l'air apaisé de Suzanne, son regard plus vif. « Vous semblez de meilleure humeur aujourd'hui », dit-elle doucement. Suzanne hocha la tête. « Il y a des jours où l'on se souvient de ce que l'on vaut. » Julie ne répondit pas. Elle se contenta de lui prendre la main, un geste simple mais profondément humain. Et dans ce silence partagé, Suzanne sentit une certitude s'installer en elle. L'heure viendrait, pas pour punir, pas pour se venger, mais pour rappeler que certaines vérités, même enfouies, finissent toujours par éclore. Les jours s'écoulaient avec la régularité monotone du foyer. Suzanne, désormais installée dans une routine feutrée, passait ses matinées à lire ou à écrire, ses après-midi à observer le jardin depuis la fenêtre. Julie, la jeune soignante, était devenue une présence constante, discrète mais attentive. Entre elles s'était noué un lien particulier, fait de silence bienveillant et de confidence à demi-mot. Julie ne posait pas de questions inutiles. Elle respectait ce que Suzanne appelait les angles morts de la mémoire. Mais ce calme relatif fut brusquement perturbé. Un mardi, en début d'après-midi, Claire apparut sans prévenir à la réception du foyer. Elle n'avait pas appelé, n'avait pas envoyé de message. Elle était simplement venue, vêtue d'un tailleur sombre, l'air pressé, un sac à la main. L'accueil fut glacial, formel. Julie, appelée pour la guider, la mena jusqu'à la chambre de Suzanne. Celle-ci, en train d'écrire dans un carnet, leva les yeux avec une surprise mêlée de méfiance. « Maman, je n'ai pas beaucoup de temps », dit Claire en entrant, sans embrassade, sans même un sourire. Elle posa son sac sur la table, en sortit une chemise cartonnée et la tendit à Suzanne. « Ce sont les documents pour la vente du terrain à Limonest. Tu dois signer ici, ici et là. » Suzanne resta un moment sans bouger, ses mains jointes sur ses genoux. Elle observa sa fille, son visage tendu, ses gestes secs. Elle pensa à toutes ces semaines sans nouvelles, à ce silence glacé qui avait suivi son installation dans le foyer. Et maintenant, Claire réapparaissait, non pour prendre de ses nouvelles, mais pour lui faire signer des papiers. « Ce terrain appartient toujours à ton nom », précisa Claire, comme si l'information justifiait tout. Le notaire a dit qu'on pouvait conclure la vente rapidement si on a ta signature cette semaine. C'est une bonne offre. Suzanne prit les papiers,
les parcourut du regard, sans les lire vraiment. Elle reconnut l'adresse, les mentions juridiques, les montants. Mais elle ne dit rien. Elle se contenta de lever les yeux vers sa fille et de répondre d'une voix calme « Non ». Claire cligna des yeux, déstabilisée. « Comment ça? Non ?»« Je ne veux pas signer, » dit Suzanne simplement. « Pas maintenant. » Le silence qui suivit était chargé. Claire, visiblement agacée, referma brutalement la chemise, la remit dans son sac. « Je ne comprends pas, maman. Ce terrain n'a aucune valeur sentimentale. Il reste inutilisé depuis des années. Et tu es ici, tu n'as plus besoin de rien. » Suzanne ne répondit pas. Elle regardait maintenant par la fenêtre, là où les branches du vieux chêne dansaient sous le vent. Claire soupira bruyamment, se leva, remit son sac sur l'épaule. « Très bien. Si tu préfères compliquer les choses, fais comme tu veux. » Puis elle quitta la pièce sans un mot de plus. Julie, qui avait attendu à l'extérieur, entra quelques minutes plus tard. Elle trouva Suzanne toujours assise, toujours silencieuse. Elle ne posa pas de questions, mais s'approcha doucement pour ramasser une feuille tombée au sol. « Vous allez bien ?» demanda-t-elle presque à voix basse. « Je vais mieux que ce que les gens croient », répondit Suzanne, le regard toujours perdu au loin. Ce soir-là, après le dîner, Suzanne resta longtemps éveillée. Elle repensait au visage de Claire, à la manière dont elle avait parlé, à l'absence totale d'affection dans sa visite. Elle se demandait quand exactement l'amour s'était transformé en obligation, quand les liens avaient cessé d'être sincères. Elle se sentait triste, mais surtout lucide. Ce refus, elle le savait, n'était pas qu'un acte de résistance. C'était un test, une manière de voir si ses enfants étaient encore capables de revenir vers elle sans attente, sans calcul. Et au fond d'elle, elle doutait qu'ils en soient capables. Mais Julie, elle, revenait chaque jour sans rien attendre. Et cela, plus que l'argent caché, redonnait à Suzanne un sens à sa présence dans ce lieu. Car peut-être que la vraie richesse ne résidait pas dans ce que l'on possédait, mais dans la manière dont on choisissait de le donner. Au moment juste, aux bonnes personnes. Les jours qui suivirent à la visite de Claire furent différents. Un calme particulier régnait autour de Suzanne, comme si son refus avait brisé une barrière intérieure. Elle ne ressentait plus le besoin d'attendre des appels ou des visites. Elle avait décidé de ne plus être en position d'attente, mais d'agir selon ses propres termes. Ce n'était pas de la révolte, c'était une reconquête silencieuse de sa dignité. Julie, attentive, comme toujours, remarqua le changement sans poser de questions. Elle vit Suzanne passer davantage de temps à écrire, à classer des papiers, à consulter d'anciens carnets. Un après-midi, elle lui apporta un petit classeur à intercalaire qu'elle avait trouvé dans une armoire du foyer. Suzanne le prit avec reconnaissance. Elle commença alors à trier méthodiquement tous les documents conservés dans sa valise. Photos, contrats, lettres. Elle notait des dates, recopiait des passages, comme pour reconstruire un récit que personne n'avait jamais voulu entendre. Un matin, elle demanda à Julie si elle connaissait un avocat de confiance. Julie, un peu surprise, répondit qu'elle pouvait chercher. Suzanne hocha la tête. « Je voudrais revoir quelqu'un qui travaillait autrefois avec mon mari. Je crois qu'il est encore en exercice. » Elle sortit un vieux carnet d'adresses, jauni, et montra un nom entouré au crayon. Maître Édouard Lemoine, cabinet à Lyon. Julie accepta sans discussion. Elle fit quelques recherches, passa des appels, et confirma que le cabinet existait encore, que Maître Lemoine y travaillait toujours, bien que rarement. Un rendez-vous fut fixé pour la semaine suivante. Julie proposa de l'accompagner, sous prétexte d'une sortie médicale. Le foyer accepta. On n'imaginait pas que la vieille dame calme allait voir un avocat d'affaires. Le jour venu, elles prirent un taxi jusqu'au centre de Lyon. Suzanne, vêtue d'un manteau ancien mais bien entretenu, gardait le regard fixé sur la ville qu'elle n'avait plus revue depuis longtemps. Les rues, les façades, les vitrines semblaient à la fois familières et étrangères. Elle ne disait rien, mais serrait contre elle un dossier cartonné contenant les documents du coffre. Le cabinet était situé dans un immeuble haussmannien du 6e arrondissement. Le secrétariat les accueillit poliment, sans surprise. Julie resta en salle d'attente pendant que Suzanne, digne, entra dans le bureau du vieil avocat. Maître Lemoine, cheveux blancs et lunettes épaisses, la reconnut aussitôt. Il se leva, ému. « Madame Morel, je croyais que vous étiez partie vivre ailleurs, ou que vous n'étiez plus parmi nous. »« Je suis encore là, maître.
répondit-elle avec un sourire calme. Elle lui expliqua la situation brièvement. L'entreprise vendue, l'argent placé, la solitude, le foyer. Puis, elle sortit les papiers. Le moine les étudia avec sérieux. Lorsqu'il leva les yeux, ses traits étaient tendus par la surprise. Ce compte est toujours actif. Vous avez ici une somme importante, Madame Morel, et surtout un pouvoir de disposition absolu. Suzanne acquiesça. Je n'ai jamais eu besoin de cet argent, mais aujourd'hui, je crois qu'il pourrait avoir un sens. L'avocat lui parla des options. Transfert partiel, fondation, donation. Il évoqua les modalités, les délais, les implications fiscales. Suzanne écoutait attentivement. Elle ne voulait rien précipiter, mais elle voulait que tout soit prêt. Elle ne savait pas encore exactement ce qu'elle ferait, mais elle ne voulait plus que le silence décide à sa place. De retour au foyer, Julie l'aida à monter dans sa chambre. Elle ne posa aucune question comme toujours, mais au moment de partir, elle s'arrêta. « Vous avez l'air différente, plus décidée. » Suzanne répondit sans se retourner, « C'est parce que j'ai enfin repris ma vie en main. » Cette nuit-là, elle dormit d'un sommeil profond, sans rêves agités. Dans l'ombre du foyer, une femme âgée venait de poser les premières pierres d'une transformation discrète, mais irréversible. Elle n'était plus la vieille dame que l'on avait déposée là avec une valise. Elle redevenait Suzanne, Morel, femme de décision, gardienne d'une histoire qu'elle seule pouvait encore raconter. Le calme apparent qui régnait autour de Suzanne ne tarda pas à être troublé. Moins d'une semaine après son rendez-vous avec Maître Lemoine, un appel inattendu fut reçu à la réception du foyer. Damien. Il voulait savoir si sa mère allait bien, mais sa voix était tendue, presque inquisitrice. La réceptionniste lui transmit poliment que Madame Morel était en activité et qu'elle ne souhaitait pas être dérangée. Le ton changea. Il insista, exigea des précisions. Il raccrocha finalement avec une frustration à peine voilée. Le lendemain, Damien et Claire arrivèrent ensemble, sans prévenir, comme lors de leur décision initiale. Ils se présentèrent à l'accueil, leur attitude trahissant une nervosité inhabituelle. Julie, qui terminait un tour de chambre, fut appelée aussitôt. Elle retrouva les deux enfants dans le hall, figés, visiblement agacés. Damien prit la parole d'un ton sec. « Nous avons appris que notre mère a consulté un avocat. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui se passe ici ?» Julie, calme mais ferme, répondit qu'elle n'était pas autorisée à parler des démarches personnelles de Madame Morel. Claire intervint aussitôt, plus véhémente. « Vous êtes aide-soignante, pas gestionnaire de fortune. Qui vous a donné le droit de l'accompagner dans ce genre de rendez-vous ?» Suzanne, alertée par une autre résidente, arriva au bout du couloir. Sa silhouette fine se tenait droite, malgré l'âge. Elle s'approcha lentement et dit d'une voix posée « C'est moi qui lui ai demandé. » Damien fit un pas vers elle, les sourcils froncés. « Maman, pourquoi tu ne nous as rien dit? On aurait pu t'aider. » Elle le regarda longuement, avant de répondre. « Vous m'avez aidé à faire mes valises et à m'installer ici, oui. Pour le reste, je crois que vous n'étiez plus très concernée. » Claire ouvrit la bouche pour répondre, mais Suzanne la coupa. « Ne mettez pas Julie en cause. Elle m'a simplement écouté. Chose que vous n'avez pas faite depuis longtemps. » Un silence inconfortable suivit. Les autres pensionnaires observèrent la scène à distance, dissimulant leur curiosité derrière des regards en coin. Le personnel du foyer, habitué à des disputes plus discrètes, semblait hésiter à intervenir. Damien insista sur un ton plus autoritaire. « Tu ne peux pas faire ce genre de démarche sans nous consulter. Il y a des conséquences, des implications juridiques. »« J'en suis consciente, » répondit Suzanne, « et je suis parfaitement capable de comprendre ce que je fais. Le fait que je vive ici ne signifie pas que j'ai renoncé à penser. » Claire tenta une approche plus douce. « Maman, on veut juste t'éviter de te faire manipuler. Ce genre de professionnel. » Suzanne secoua lentement la tête. « Ce n'est pas Maître Lemoine qui me manipule, et encore moins Julie. Mais vous, mes enfants, vous avez pensé pouvoir disposer de moi comme d'un objet encombrant. Aujourd'hui, je vous rappelle simplement que je suis encore debout. » Elle se retourna sans attendre de réponse et rentra dans sa chambre. Julie la suivit quelques instants plus tard, lui apportant un verre d'eau. Suzanne, assise près de la fenêtre, fixait un point invisible dans le jardin. « Ils ne comprennent pas, » murmura-t-elle. « Ils croient encore que tout leur est dû. » Julie posa doucement le verre sur la table. « Peut-être qu'ils vont finir par comprendre. » Suzanne esquissa un sourire. Bref, amer. « J'ai arrêté d'espérer. Mais je suis prête à les confronter. »
pas avec colère, avec la vérité. Dans les jours qui suivirent, Damien et Claire multiplièrent les appels, exigeant des rendez-vous, posant des questions au personnel, demandant à consulter les registres. Le foyer, respectant les volontés de Suzanne, ne céda à aucune pression. Un climat de tension s'installa à peine voilé. Les regards devenaient méfiants, les échanges plus prudents. Mais Suzanne, elle, restait imperturbable. Dans le silence de sa chambre, elle rédigeait une série de lettres. Une à Damien, une à Claire. Pas pour les accuser, pour leur rappeler. Car avant l'argent, avant les décisions, il y avait eu une mère, présente, aimante, dévouée. Et cela, il semblait l'avoir oublié. Les lettres furent écrites à la main, lentement, avec une précision presque cérémonielle. Suzanne y mit plusieurs jours, reprenant ses phrases, ajustant ses mots, veillant à ne laisser aucune place à l'amertume ni à la culpabilité. Elle ne voulait pas blesser. Elle voulait marquer, rappeler sans accuser, éveiller sans condamner. Car dans ce qu'elle écrivait, il n'y avait pas de vengeance, seulement une volonté de faire émerger une vérité trop longtemps tue. À Damien, elle parla d'un matin d'hiver, quand il avait à peine 8 ans, et qu'elle l'avait accompagné sous la neige jusqu'à l'école, tenant sa main gelée dans la sienne. Elle lui rappela les nuits passées à l'attendre après, ses cours de sport. Le goûter encore tiède dans le sac, les encouragements murmurés aux portes des examens. Elle lui parla de l'adolescent qu'il avait été, sûr de lui, parfois dur, mais jamais indifférent. Puis elle écrivit « J'ai connu le garçon qui prenait soin de sa mère. Je ne reconnais pas l'homme que j'ai vu ces derniers mois. » À Claire, elle rappela les histoires lues au bord du lit, les déguisements cousus à la main pour les spectacles de l'école, les confidences partagées entre mère et fille autour d'un chocolat chaud. Elle lui rappela les lettres envoyées pendant ses années à l'université, les colis remplis de plats faits maison, les longues conversations au téléphone quand elle se sentait perdue. Et elle conclut « Tu n'as pas perdu mon amour. Claire, tu as seulement oublié d'où il venait. » Chaque lettre se terminait par la même phrase « Je n'attends plus de vous que ce que vous êtes prêt à offrir sans rien attendre en retour. L'affection n'est pas un dû. Le respect, non plus. » Les lettres furent envoyées par voie postale, non par défi, mais pour signifier que ce qui y était dit ne méritait ni l'urgence d'un appel, ni la brutalité d'un message électronique. Suzanne voulait que ses enfants prennent le temps de lire, de relire, de comprendre. La réponse ne fut pas immédiate. Une semaine passa, puis 2, puis 3. Julie, témoin silencieuse de tout ce processus, sentait une tension discrète dans l'air. Suzanne, elle, continuait son quotidien avec une sérénité nouvelle. Elle avait dit ce qu'elle avait à dire. Le reste ne lui appartenait plus. Un jour de fin d'automne, alors que les feuilles mortes couvraient les allées du jardin, Claire appela. Elle demanda à parler à sa mère. Cette fois, Suzanne accepta. La conversation fut brève. Claire, visiblement ébranlée, tenta d'expliquer. Elle parla de fatigue, de responsabilité, de l'incapacité à voir ce qui se jouait vraiment. Suzanne l'écouta sans l'interrompre, puis répondit simplement. « Je ne te demande pas de tout réparer. Je te demande seulement de regarder, vraiment. » Quelques jours plus tard, ce fut Damien qui écrivit une lettre à l'ancienne avec des phrases hésitantes, parfois maladroites. Il y disait sa surprise, son trouble et son incompréhension devant ce qu'il n'avait pas su voir. « Je pensais que tu étais bien, que le foyer suffisait. Je me suis trompé. » Ces mots, bien que tardifs, touchèrent Suzanne plus qu'elle ne l'aurait admis. Elle ne répondit pas immédiatement. Elle voulait voir si ce sursaut n'était qu'un réflexe ou le début d'un changement réel. Pendant ce temps, elle poursuivait ses démarches avec Maître Lemoine. Les documents avaient été remis, les démarches enclenchées. Une structure était en train de naître discrètement, solidement. Et Julie, toujours présente, avait commencé à en deviner la portée. Un jour, elle osa demander « Vous allez tout leur laisser ?» Suzanne la regarda, un sourire aux lèvres. « Je vais leur laisser ce qu'ils méritent et offrir ce que d'autres, eux, sauront faire fructifier. » Elle parlait d'un héritage, bien sûr, mais pas seulement financier. Elle parlait d'un legs de valeurs, de mémoire, d'exemples. Un rappel que la richesse, la vraie, ne se mesure, pas en chiffres, mais en actes. Les pièces du puzzle s'assemblaient enfin, non pas pour révéler une vengeance, mais pour esquisser un nouveau départ, façonné à la main par une femme que beaucoup avaient cru finie. Un matin gris de novembre, Damien, installé à son bureau dans une agence immobilière de la Presqu'île, parcourait distraitement les pages du journal local, Le Progrès.
Il tournait les feuillets sans attention, jusqu'à ce que son regard s'arrête sur une petite brève, nichée entre deux articles insignifiants. Une société française acquiert un bien immobilier en Suisse pour un montant estimé à plus de 2 millions de dollars. La transaction conclue à Zurich a été enregistrée au nom de Madame Suzanne Morel, représentée par le cabinet Lemoine. Le nom frappa Damien comme une gifle. Il relut la ligne 3 fois. Le même nom, la même orthographe, le même avocat. Sa mère, Suzanne Morel. Il sentit une sueur froide lui glisser dans le dos. L'article ne disait presque rien de plus, sinon que le bien acquis était un petit immeuble à vocation sociale, dans la périphérie de Zurich, et que l'acheteuse n'avait pas souhaité faire de commentaires publics. Il laissa tomber le journal, sur le bureau se leva brusquement et sortit de la pièce, sans même prévenir ses collègues. 1 heure plus tard, il frappait à la porte de Claire, à Grenoble. Il avait conduit sans réfléchir, le cœur battant, les pensées en désordre. Claire ouvrit, visiblement surprise. Elle tenait encore un livre à la main, interrompu dans sa lecture. « Damien, qu'est-ce qui se passe ?» Il entra sans répondre, posa le journal sur la table et montra l'article. Claire le lut lentement, les sourcils se levant progressivement à mesure qu'elle comprenait. Lorsqu'elle termina, elle releva les yeux, incrédule. 2 millions en Suisse? Mais elle, Damien s'assit, les coudes sur les genoux, les mains jointes. Elle ne nous a jamais dit un mot, ni sur de l'argent, ni sur un compte, ni sur rien. On a passé notre vie à penser qu'elle vivait de sa pension, qu'elle n'avait plus. Rien. Claire restait debout, l'article à la main, immobile. Puis elle s'assit à son tour lentement. Tu crois que c'est pour ça qu'elle a vu un avocat? Qu'elle prépare quelque chose? Damien hocha la tête. Elle a dû tout faire en silence, et nous, on n'a rien vu venir. Le choc était brutal. Plus que la somme, plus que le lieu, c'était l'idée même que leur mère ait pu dissimuler une telle part de sa vie, une telle autonomie qui les bouleversait. Depuis des années, il la voyait comme une femme fragile, dépendante, presque finie. Mais cette décision, cet investissement à l'étranger, cette discrétion calculée, révélait une autre Suzanne. Une femme encore lucide, active, capable de prendre des décisions majeures sans eux. Claire murmura presque pour elle-même « On l'a mise au foyer en pensant qu'on faisait ce qu'il fallait, mais en réalité, on voulait juste se libérer. » Damien ne répondit pas. Il savait qu'elle avait raison. Il se revoyait cette fin d'après-midi terne, signant les papiers d'admission pendant que Claire rangeait la valise. Tout avait été si rapide, si froid. Pas de discussion, pas de réel adieu. Seulement une organisation logistique. Le silence s'installa entre eux, pesant. Puis Claire reprit. Elle doit penser qu'on ne mérite rien, pas même une explication. Damien se leva, fit quelques pas. Il faut qu'on lui parle, qu'on comprenne. Claire le regarda, les yeux brillants d'une lucidité nouvelle. Non, il faut d'abord qu'on réfléchisse à ce qu'on veut vraiment, pas pour l'argent, pour elle. Et pour la première fois depuis longtemps, ils comprirent que le véritable choc n'était pas la fortune cachée. C'était l'évidence qu'ils avaient été absents, aveuglés par leur propre vie, leur certitude, leur confort. Ils avaient oublié qui était leur mère. Et elle, discrètement, leur avait rappelé. L'hiver approchait, et avec lui une lumière plus douce, plus basse qui inondait les couloirs du foyer d'une clarté tiède en milieu d'après-midi. Suzanne, elle, ne semblait pas affectée par le changement de saison. Au contraire, une énergie nouvelle animait ses gestes, son regard, son rythme quotidien. Elle se levait plus tôt, rédigeait des notes avec constance, rencontrait régulièrement Maître Lemoine, toujours accompagné de Julie. Et bientôt, cette énergie se matérialisa en action. La première fut une donation inattendue au foyer où elle résidait. Sans faire de déclaration officielle, elle remit un document signé à la direction. Il s'agissait d'un don conséquent destiné à la rénovation des chambres, à la création d'un jardin thérapeutique, à l'embauche de personnel supplémentaire. La somme dépassait tout ce que l'établissement avait jamais reçu. Le directeur, abasourdi, voulut organiser une réception, une annonce publique. Suzanne refusa. « Je ne fais pas ça pour être applaudi. Faites-en bon usage, c'est tout. » Le projet démarra dans les semaines suivantes. Les ouvriers arrivèrent, les plans furent affichés. Les résidents, souvent habitués à la stagnation, retrouvèrent un brin de curiosité, un intérêt nouveau pour leur environnement. Et au centre de ce petit bouleversement discret,
Suzanne observait, satisfaite. Mais elle n'en resta pas là. Dans un second temps, elle créa une fondation au nom de son défunt mari, Jacques Morel. L'objectif était simple et profondément enraciné dans leur histoire commune. Financer la formation de jeunes en métiers techniques, notamment dans les secteurs de la mécanique, de l'électronique et de l'ingénierie artisanale. Un hommage direct à l'atelier qu'ils avaient construit ensemble, à la passion de Jacques, à leur volonté de transmettre quelque chose de durable. La fondation fut enregistrée à Lyon, avec Maître Lemoine comme administrateur provisoire. Mais très vite, Suzanne proposa un nom pour prendre la direction du projet, Julie. La jeune aide-soignante, d'abord bouleversée, tenta de refuser. « Je ne suis pas qualifiée pour ça. Je ne suis qu'une soignante, Suzanne. » Mais Suzanne, avec cette fermeté douce qui la caractérisait, répondit « Tu es celle qui a vu, écouté, agi, sans jamais rien attendre. Tu sauras choisir les bonnes personnes, faire les bons gestes, et surtout tu sauras ce que veut dire servir les autres. » Julie accepta, non sans peur, mais avec une fierté émue. Elle suivit une formation accélérée, épaulée par le cabinet, guidée par l'expérience de ceux qui croyaient au projet. Peu à peu, elle s'imposa comme une coordinatrice compétente, passionnée, entièrement dévouée à la mission confiée. Les premiers articles de presse apparurent, pas en une des journaux nationaux, mais dans des rubriques locales. Une pensionnaire fait don de sa fortune à un foyer rural. Une fondation pour la mécanique née dans un centre pour personnes âgées. Le geste d'une femme, discrète, bouleverse un village entier. Les mots étaient simples, mais le message passait. Les habitants du village commencèrent à voir Suzanne sous un jour nouveau. Plus comme une vieille dame fragile, mais comme une femme de volonté, de mémoire, de transmission. Les autres résidents la regardèrent désormais avec une forme de respect teinté d'admiration. Certains venaient lui parler, lui demander conseil. Elle écoutait, répondait sans condescendance. Elle n'avait pas changé. C'était leur regard qui avait évolué. Et pendant ce temps, Damien et Claire, informés à demi-mot de ce qui se passait, observaient à distance. Ils voyaient leur mère apparaître dans des journaux, son nom circuler dans des conversations locales. Mais surtout, ils comprenaient qu'elle avait donné ce qu'ils n'avaient jamais su demander. Du sens, de la valeur, du temps. Pas de l'argent. Quelque chose de bien plus rare, car à travers ses gestes, Suzanne n'achetait pas le pardon ni l'estime. Elle posait une empreinte, une mémoire active, une réponse sans cri à l'oubli dont elle avait été victime. Et ce retournement, si discret soit-il, bouleversait tout. Le mois de décembre s'annonçait glacial. Les premières gelées blanchissaient les allées du foyer au lever du jour. Les rénovations avaient déjà commencé. Les ouvriers posaient des isolations neuves, repeignaient les murs, et un petit coin du jardin avait été délimité pour accueillir, au printemps, le futur espace thérapeutique. Au cœur de cette effervescence, Suzanne restait fidèle à elle-même, discrète mais présente. Elle observait sans chercher la reconnaissance, comme si tout cela n'était qu'un prolongement naturel de sa vie. Mais elle savait que ce calme ne durerait pas. Ce matin-là, alors qu'elle lisait près de la fenêtre, une employée du foyer vint l'informer que Damien et Claire étaient à l'entrée, demandant à la voir. Elle referma son livre, posa calmement ses lunettes sur la table et se leva sans précipitation. Elle savait que ce moment finirait par arriver. Ils attendaient dans le petit salon des visiteurs, assis côte à côte sur le canapé de velours élimé. Damien, les traits tirés, regardait fixement le sol. Claire tenait un mouchoir à la main, qu'elle tordait nerveusement. Lorsque Suzanne entra, ils se levèrent instinctivement. Le silence dura quelques secondes, lourd et dense. Ce fut Claire qui parla la première, la voix tremblante. « Maman, on est désolé. » Suzanne s'approcha, les regarda un à un. Elle ne dit rien, les laissant s'expliquer, s'embourber peut-être. Damien reprit plus ferme mais la gorge serrée. « On ne savait pas. On n'a jamais imaginé que tu avais fait tout ça, que tu avais encore des projets, des moyens. » Claire renchérit. « Ce que tu as fait, pour le foyer, pour la fondation, c'est magnifique. Et on ne mérite probablement pas ton pardon, mais on voudrait au moins te demander de nous parler, de nous laisser comprendre. » Suzanne s'assit, les mains croisées sur ses genoux. Sa voix, quand elle s'éleva, fut d'une douceur inflexible. « Ce que vous appelez pardon n'est pas ce que je cherche. Je n'ai pas fait tout cela pour vous punir. Je l'ai fait parce que j'en avais la force.
et parce que vous m'avez rappelé, involontairement, que ma voix comptait encore. » Damian tenta un geste, une justification. « On pensait bien faire. On pensait que le foyer serait plus sûr, que tu serais mieux entouré. »« Vous avez pensé à votre confort, » répondit-elle sans animosité. « Pas au mien. Vous avez agi vite, sans me demander. Vous avez décidé à ma place, comme si j'étais déjà incapable de penser. » Claire baissa les yeux. « Tu as raison. On t'a abandonné. » Suzanne reprit, toujours calme. « Ce n'est pas l'argent qui m'a changé. C'est le regard que vous avez posé sur moi. Ce regard qui efface, qui minimise, qui juge sans écouter. » Elle fit une pause, laissant les mots peser dans l'air, puis ajouta « Je ne suis pas fâché. Je suis blessé. Et le temps seul dira si cette blessure peut cicatriser. » Damien hocha lentement la tête. Il comprenait. Mieux, il sentait dans sa chair la profondeur de ce qu'ils avaient négligé. Claire s'approcha, hésitante. « On aimerait pouvoir revenir, te voir, te parler, même si ce n'est pas tous les jours, même si c'est lent. » Suzanne les regarda, son visage impassible. « Je ne vous ferme pas la porte, mais je ne vous la tiendrai plus ouverte non plus. Elle restera là. À vous de voir si vous voulez l'ouvrir avec respect. » Ils acquiescèrent tous les deux. Il n'y avait rien de plus à dire. Ils s'étaient confrontés à quelque chose de plus grand qu'eux, la dignité d'une femme qu'ils avaient trop vite classée comme finie. Suzanne se leva, les raccompagna sans hâte. À la porte, elle leur serra la main, pas encore prête pour une étreinte. Ils partirent en silence, portant en eux une douleur nouvelle, celle du regret. Mais aussi, peut-être, une étincelle de rédemption. Julie, qui avait observé la scène de loin, rejoignit Suzanne un peu plus tard. « Ça va ?» demanda-t-elle. « Ça ira », répondit Suzanne. « J'ai dit ce que je devais dire. Le reste ne m'appartient plus. » Elle retourna à sa chambre, s'assit à sa table et reprit son livre là où elle l'avait laissé, car sa vie, désormais, continuait sans se définir par ce qu'elle avait perdu, mais par ce qu'elle avait décidé de transmettre. Le printemps arriva tôt cette année-là, et avec lui une transformation subtile mais tangible dans le quotidien de Suzanne. Les travaux au foyer étaient presque terminés. Les chambres rénovées accueillaient désormais les résidents dans des espaces lumineux, les murs repeints dans des tons chauds, les sols changés pour des matériaux confortables et sûrs. Le jardin thérapeutique, tout juste planté, offrait ses premières promesses de couleurs, et les allées pavées attiraient les promeneurs du matin comme un aimant discret. Suzanne, elle, avait quitté sa chambre pour une petite maison à quelques rues du foyer. Un pavillon, modeste mais confortable, avec un salon ensoleillé, une bibliothèque bien garnie et un jardin fleuri. Elle tenait à rester proche, pas par nostalgie mais par responsabilité. Elle venait souvent au foyer, participait aux réunions, écoutait les besoins, donnait ses avis avec cette lucidité tranquille qui la caractérisait. Elle n'était plus résidente. Elle était devenue une figure. Julie, désormais à la tête, de la Fondation Jacques Morel, avait pris pleinement possession de son rôle. Elle organisait les premières formations pour les jeunes techniciens, en partenariat avec des lycées professionnels et des artisans locaux. Les premiers élèves inscrits venaient de milieux précaires, certains sans parents, d'autres sans avenir clair. À chacun, elle transmettait l'histoire de Suzanne, pas comme une légende, mais comme une leçon, que même dans l'ombre, il est possible de bâtir. Suzanne les rencontrait parfois, leur parlait de l'atelier de son mari, des premiers outils, de l'odeur du métal chaud et de l'huile. Elle les regardait avec cette même attention qu'elle avait un jour portée à ses propres enfants, à une époque où l'avenir semblait entre ses mains. Damien et Claire, eux, étaient restés discrets. Après l'affrontement, ils avaient cessé les grandes démonstrations. Pas de fleurs, pas de lettres longues. Seulement des gestes simples, espacés mais sincères. Claire venait parfois, un dimanche sur deux. Elle apportait un gâteau, restait 1 heure, parlait peu, mais écoutait. Damien, lui, écrivait. Des cartes, quelques phrases, toujours à la main. Il parlait de son travail, de ses doutes, parfois de souvenirs d'enfance. Suzanne répondait rarement. Mais elle lisait tout. Ils ne cherchaient plus à regagner ce qu'ils avaient perdu. Ils tentaient, peu à peu, de mériter d'être présents à nouveau. Et cela suffisait à Suzanne, car elle n'attendait plus. Elle observait. Elle constatait. Elle laissait le temps œuvrer.
La fondation grandissait. Le foyer était désormais cité en exemple dans la région. Les articles se faisaient plus nombreux, mais Suzanne refusait toujours les interviews. Elle disait simplement « Ce que j'ai fait, je l'ai fait parce que j'en avais le pouvoir. Le vrai luxe, c'est de pouvoir choisir ce qu'on laisse derrière soi. » Un soir de mai, alors que le soleil se couchait lentement sur les toits du village, Julie et Suzanne s'assirent sur un banc du jardin du foyer. Elles regardèrent les jeunes plantes croître entre les allées. Le silence entre elles était complice. Julie tourna la tête vers elle. « Vous pensez que vos enfants reviendront vraiment ?» Suzanne sourit, les yeux fixés sur l'horizon. « Peut-être, mais ce n'est plus ce qui me guide. Ils viendront s'ils comprennent. Sinon, ce sera leur chemin. Moi, j'ai déjà choisi le mien. » Elle posa une main sur le bois du banc, comme pour ancrer sa pensée. « J'ai vécu pour eux, j'ai souffert à cause d'eux. Et maintenant, j'existe en dehors d'eux. C'est ça, la vraie liberté. » Le vent léger portait les rires lointains des résidents, les bruits doux d'un foyer vivant. Suzanne, assise là, n'avait plus besoin de revanche ni d'approbation. Elle avait transformé son histoire en héritage, pas seulement pour ses enfants, pour tous ceux qui avaient encore besoin de croire qu'une vie, aussi effacée soit-elle, peut encore devenir lumière. Elle était devenue, sans bruit, sans colère, l'exemple que personne n'attendait, mais dont tous avaient besoin.